Bienvenue sur la partie 2 de ma vidéo Afghanistan, comment en est-on arrivé là? Alors si vous n'avez pas vu la première partie, eh bien allez la voir voyons. Et sur ce, ne perdons pas plus de temps, continuons notre périple dans l'histoire moderne de l'Afghanistan. Les soviétiques quittent l'Afghanistan en 1989, 10 ans après y être entrés. Cependant, si cette guerre peut être considérée comme une défaite, le gouvernement communiste est toujours en place à Kaboul. Il tente même de se rapprocher des Moudjahidines, mais ces derniers veulent s'emparer du pouvoir et mettre en place une république islamiste. En 1991, l'URSS s'effondre. D'ailleurs, petite parenthèse à ce sujet, on aime parfois mettre cette guerre comme la cause de l'effondrement de l'URSS. Alors oui, c'en est une, mais c'est clairement pas la seule. D'ailleurs, on pourra peut-être en parler dans une prochaine vidéo si ça vous intéresse. Dites-le moi en commentaire. Vous avez vu, j'apprends vite le métier. Bon allez, on reprend la vidéo et on referme la parenthèse. Le gouvernement afghan n'a donc plus le soutien économique de Moscou. Il tiendra 3 ans au total, donc depuis le retrait des soviétiques, et survivra 1 an à la fin de l'URSS, ce qui n'est pas beaucoup mais bien mieux au final que le gouvernement mis en place par les Américains aujourd'hui. Le commandant Massoud prend Kaboul, alors là on est en 1992. Il a bonne presse auprès des occidentaux, notamment français et britanniques qui voient en lui une sorte de Che Guevara afghan. Le président Najibullah, donc communiste, se réfugie à l'ONU dans lequel il restera bloqué pendant plusieurs années et dans une sorte de prise d'otage. Cependant, les Moudjahidines ne sont toujours pas unis. Les hommes d'Hekmatyar envahissent à leur tour Kaboul et attaquent le palais présidentiel par des roquettes. Alors Hekmatyar fait partie de l'ethnie Pashtun, Massoud de la minorité tadjik. Alors c'est le moment pour dire que l'Afghanistan est un pays où vivent bon nombre d'ethnies dispersées dans le pays. Voilà, vous le voyez sur cette carte. Les deux camps utilisent les civils comme sacrifiés, utilisant leur habitation pour se cacher chez eux. Beaucoup de populations se retrouvent dans des manques de tout, eau, nourriture, habitation. Le peuple se retrouve de nouveau sans espoir. De nombreux enfants meurent, encore une fois. Les bombardements sont intenses. La situation à cette époque est pour beaucoup pire que ce qu'ils avaient connu pendant l'occupation soviétique. Pour beaucoup d'Afghans, les héros moudjahidines deviennent des monstres sanguinaires, assoiffés de pouvoir. Les Occidentaux ne sont plus là, les ambassades sont fermées, l'Union soviétique et les États-Unis d'Amérique n'étant plus impliqués, ce sont les pays alentours qui rentrent dans la partie. Le Pakistan soutient Hekmatyar et l'Iran, le Tadjikistan et même l'Inde, pour faire chier en partie leur rival pakistanais, soutiennent le commandant Massoud. Kaboul est réduite en cendres, mais aucun des leaders ne reconnaîtront leur responsabilité dans les atrocités et n'auront d'ailleurs jamais à en répondre. Le Pakistan, en 1994, tient absolument à avoir un allié à Kaboul, à cause de l'Inde notamment, et trouve un nouveau mouvement à soutenir. Vous l'aurez compris, c'est ici qu'entrent en scène les talibans. Taliban signifie étudiant de l'islam. Ils voient le jour à Kandahar par des gens qui voulaient remettre de l'ordre. Ils veulent mettre en place un gouvernement stable, solution qu'ils apporteront, il faut en partie le reconnaître. Par exemple, on dit qu'ils se sont fait connaître en traduisant en justice un violeur. Il faut comprendre qu'en comparaison, les Moudjahidines ne proposaient quasiment pas de justice et aucun gouvernement stable, ces derniers combattant à mort, bombardant, pillant la population. Les talibans combattent tous les Moudjahidines, leur chef aussi est bien connu, le Mollah Omar. Le peuple, assoiffé d'un souffle nouveau, voit un nouvel espoir dans les promesses des talibans, ce qui permet à ces derniers d'acquérir une bonne popularité auprès de la population. Financés, équipés et formés par le Pakistan, les talibans conquièrent l'Afghanistan en 2 ans. Beaucoup de combattants moudjahidines ne veulent pas les combattre et les seigneurs de guerre doivent se rendre ou fuir. Massoud fuit dans le nord du pays, là où il combattait les soviétiques. Hekmatyar part en Iran. Les talibans prennent le pouvoir, l'ancien président Najibullah, donc le communiste on le rappelle, est sorti de force du bâtiment de l'ONU, il est torturé, abattu puis pendu à un poteau, sans juge ni procès. Alors là c'est le moment de rappeler que les talibans promettaient de rétablir la justice. La télévision, la musique et toute forme de divertissement sont prohibés, l'alcool et le sport interdits. Les femmes sont celles qui sont le plus touchées par les mesures des talibans, elles n'ont plus le droit de travailler et ne peuvent étudier que jusqu'à 7 ans, elles doivent porter obligatoirement la burqa, toute infraction est punie, notamment par la flagellation, donc c'est un sacré retour en arrière pour elles qui, sous l'occupation soviétique, avaient presque atteint l'égalité avec les hommes. Alors dans cette justice talibane, la peine de mort est de rigueur, notamment par lapidation ou par exécution pure et simple. Oussama Ben Laden, expulsé du Soudan pour soupçon de terrorisme, retourne en Afghanistan où il est accueilli comme un hôte de choix par les talibans. Alors il commence à former des militants venant des 4 coins du monde arabe. Les talibans sont en colère, mais laissent faire à cause de ces faits d'armes pendant la guerre contre l'URSS. Ils ont également un ennemi commun, le commandant Massoud, toujours dans le nord du pays, donc dans la vallée du Penchir. Alors le commandant Massoud se rend en Europe en avril 2001 pour tenter de rallier les dirigeants occidentaux contre la menace terrorisme, et notamment Oussama Ben Laden et Al-Qaïda, qui risquent de toucher également l'Occident. Cependant, le monde reste sourd à ces appels. Le 9 septembre 2001, Massoud est assassiné par 2 terroristes d'Al-Qaïda dans un attentat suicide. 2 jours plus tard, le 11 septembre, auront lieu les attentats du World Trade Center, qui changeront le monde à jamais.
après les attentats, le lien avec Al-Qaïda et Ben Laden est rapidement fait. Malgré les demandes de Bush, les talibans ne veulent pas livrer Ben Laden. Le 7 octobre 2001, les premiers bombardements américains ont lieu sur les camps d'Al-Qaïda et des installations militaires des talibans. Seulement, certaines bombes tuent des civils. Là encore, ce seront les premières victimes de la guerre. Des forces spéciales américaines et britanniques sont parachutées dans le pays pour traquer Ben Laden et ont renversé le régime taliban. Ben Laden s'échappe, les Américains se rallient à leurs alliés d'autrefois, les Moudjahidines, qui se regroupent en formant l'Alliance du Nord. Ils remportent plusieurs batailles et se rapprochent de Kaboul. En novembre 2001, moins d'un mois après le début de l'intervention américaine, les talibans s'effondrent. Certains quittent le pays, notamment pour le Pakistan. La majorité d'entre eux décident de se fondre dans la société afghane, les talibans n'étant évidemment pas reconnaissables dans la rue, notamment pour les soldats occidentaux. Les commandants moudjahidines entrent dans Kaboul, les Américains ne comprennent pas la politique et le contexte de l'Afghanistan. Néanmoins, les cinémas, la télévision et les loisirs sont de nouveau autorisés et les femmes peuvent de nouveau être plus libres et atteignent une certaine équité avec les hommes. Beaucoup de réfugiés restés dans les camps à l'étranger, notamment pendant les nombreuses guerres successives, que ce soit civiles ou contre les soviétiques, retrouvent l'Afghanistan. Fin 2001, les Nations Unies se rassemblent pour former un gouvernement provisoire en Afghanistan. Hamid Karzai, désolé encore une fois pour la prononciation, est nommé président. Des chefs moudjahidines, des représentants des ethnies du pays et des femmes doivent cohabiter dans ce nouveau gouvernement. Une démocratie fragile est installée, les chefs de guerre sont également toujours en place, bien que le gouvernement promette que leur ère touche à sa fin. En 2002, le reste de la coalition internationale débarque. 51 nations, l'une des plus grandes alliances militaires de l'histoire, sous le commandement de l'OTAN. Si, comme les soviétiques, les occidentaux ont apporté une forme de liberté, notamment pour les femmes, au niveau du travail, des études, comme les soviétiques, les occidentaux font de grosses erreurs. Ils connaissent mal le pays et n'ont pas de véritable stratégie pour construire un système durable. Le système qu'ils mettent en place est corrompu. Certains profitent du système pour s'enrichir alors que le peuple est dans une profonde misère après toutes ces années de guerre. Si des investissements étrangers ont lieu dans les villes, les campagnes restent très pauvres et totalement oubliées. Au fil du temps, cette situation à ce système pourri et corrompu révèle la nostalgie des talibans. Souvenez-vous des années 60 et des distorsions qui apparaissèrent dans le pays. Pendant que Kaboul s'occidentalisait et qu'une jeunesse prônait le communisme, les campagnes restaient très reculées et ancrées dans leurs traditions, voyant d'un très mauvais œil ces changements sociétaux. Situation qui mènera à tous les conflits suivants. L'histoire, bon certes en omettant le communisme, se répétait près de 40 ans après. Plus la corruption du gouvernement était évidente, plus le peuple se tournait vers les talibans. En 2005, ces derniers reprennent déjà le contrôle de certains territoires. C'est là que la mission des Occidentaux se complique fortement et font face à une résistance plus sérieuse qu'auparavant. Le peuple se sent quelque part pris entre ces deux feux. Talibans et Américains ne sont pas vraiment meilleurs pour eux. Pour résumer trivialement, ceux qui sont offensés par les Occidentaux basculent côté taliban et vice versa. Beaucoup de civils meurent à cause des opérations de l'OTAN, mais aussi dans les attentats suicides des talibans. Le peuple devient de plus en plus haineux des occupants, surtout qu'il est révélé que les forces spéciales américaines, au début de l'opération en 2001, ont eu carte blanche de l'ONU dans leur traque d'Al-Qaïda et des talibans. Des vidéos révélant la torture de personnes, bien qu'elles n'aient aucun lien avec les talibans ou Al-Qaïda, fuitent et horrifient, à juste titre, la population. On ne peut gagner une guerre contre une insurrection, surtout en Afghanistan. Le cimetière des empires frappe encore. Les Américains commencent à comprendre, eux aussi, qu'ils ne gagneront pas. Finalement, Oussama Ben Laden est tué en 2011, non pas en Afghanistan, mais au Pakistan. Ce dernier ayant clairement joué un double jeu durant toute la guerre, mais qui peut s'expliquer par la forte présence des talibans dans le nord-ouest du pays. L'objectif premier étant atteint, la défaite ne sera pas totale. Le président Obama sent que c'est le moment de commencer le retrait de ses troupes, qui ne sont plus efficaces. Il veut également se débarrasser d'une guerre impopulaire. En 2014, toutes les troupes de l'OTAN foutent le camp. Il ne reste que les Américains et quelques Britanniques dans le pays qui s'occupent principalement de former l'armée afghane. Les premières négociations ont lieu dès 2018 entre le gouvernement afghan et les talibans. Seulement, en 2020, Américains et talibans négocient sans la présence du gouvernement afghan. Les talibans commencent à prendre dès lors des provinces afghanes. L'armée et le gouvernement se sentant trahis par les Américains, l'armée ne voit plus vraiment l'intérêt de se battre contre les talibans qui, eux, leur montrent justement, quand ils arrivent dans une province par exemple, une sorte de papier comme quoi ils ont négocié avec les Américains. Donc voilà, là vous comprenez normalement pourquoi l'armée afghane n'a pas vraiment combattu les talibans, ce qui a pu être reproché par notamment le gouvernement américain, mais qui sont les premiers à avoir trahi en fait leur propre gouvernement qu'ils ont mis en place et l'armée afghane dans laquelle ils ont mis des milliards, justement pour négocier sans eux directement avec les talibans. Donc là on peut encore voir la magnifique gestion de crise de la part des Américains. Donc Joe Biden, fraîchement élu, déclare que ses troupes seront intégralement démobilisées en septembre 2021, voilà pour les commémorations des 20 ans des attentats. Et voilà la situation actuelle, donc les talibans ont repris le pouvoir en une dizaine de jours, les Américains et l'OTAN se retrouvent humiliés avec une guerre qui n'aura pas tant servi à grand chose, et qui au final n'aura pas fait mieux que l'URSS avant elle, mais le plus important n'est pas là, tout cela ne reste que de la géopolitique. Alors certes,
on peut craindre de voir de nouveau l'Afghanistan accueillir des groupes terroristes menaçant l'Occident. Il n'en reste pas moins que les premiers et surtout premières à souffrir de ce retour au pouvoir des talibans seront bel et bien le peuple afghan, résultant d'années de complexité politique, d'influence et d'opérations étrangères et de changements sociétal. Avec la reprise du pouvoir des talibans, nous avons, de nos yeux lointains d'occidentaux, pu voir des images terrifiantes de Kaboul et de sa population cherchant à fuir le pays. D'autres, comme la fuite du président Ghani, avec selon plusieurs sources des millions de dollars avec lui, signe d'un régime corrompu mis en place par Washington, même si le dernier a démenti, on peut lui laisser honnêtement le bénéfice du doute, laisse plusieurs questions en suspens. Tout d'abord géopolitique, bien sûr, sur les décisions que vont prendre notamment nos dirigeants occidentaux, en grande partie responsables de la situation actuelle. Alors il y a plusieurs sujets sur la table, gestion des réfugiés, relations avec les talibans et bien sûr le terrorisme. D'autres questions concernent plutôt l'Afghanistan en elle-même, notamment sur la liberté de la femme, bien sûr, et d'autres aussi, sur les divertissements, etc. que seront possibles et est-ce que le régime taliban sera toujours le même que celui qu'il était en 1996. Honnêtement, il semble un peu tôt pour répondre. Dans cette époque toujours trouble que connaît l'Afghanistan, une seule chose semble certaine, c'est que la guerre n'en a toujours pas fini avec l'Afghanistan. Alors du coup, comme vous l'avez sans doute remarqué, donc cette vidéo n'entre pas dans les détails en profondeur, voilà, c'était pas mon intention, et ça aurait été beaucoup trop long de rentrer dans les détails de chaque conflit, sur la politique des talibans ou les différentes interventions militaires. Le but étant simplement d'expliquer en gros la situation de l'Afghanistan actuel sans trop rentrer dans les détails. Voilà, vous avez des tas de documentaires si ça vous intéresse d'approfondir le sujet, comme celui d'Arte par exemple, comme je vous l'avais présenté dans ma première partie. C'est de ce documentaire d'ailleurs que viennent la plupart des images que j'ai mis sur les deux vidéos. Donc voilà, allez le voir, il est super bien franchement, il est pas trop orienté. On peut aussi légitimement se poser la question à l'image de la chute de Saigon par exemple, dans laquelle on pourra parler d'ailleurs dans une prochaine vidéo si vous voulez. Ça tease déjà, oh là là. On peut se poser légitimement une question, est-ce la fin de l'hégémonie américaine ? Alors merci d'avoir regardé cette deuxième partie donc de ma vidéo, on va dire Afghanistan, comment en est-on arrivé là. J'espère que le sujet en intégralité du coup vous aura plu. Évidemment si vous êtes tombé que sur cette partie là, n'hésitez pas à aller voir la première si ça vous intéresse. Et si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit j'aime, un petit commentaire, ça fait toujours plaisir, notamment pour le référencement, voilà, pour être honnête. Et en termes de visibilité, etc., ça peut m'aider. Surtout c'est mes toutes premières vidéos sur la chaîne, donc voilà. Et que bien sûr j'ai envie d'en faire d'autres, sur d'autres sujets, aussi bien géopolitiques que d'autres, mais ça, comme je vous l'ai dit dans l'outro de ma première partie, c'est quelque chose que j'expliquerai dans une vidéo à part que je ferai prochainement, ça sera sans doute la prochaine, donc si ça vous intéresse n'hésitez pas à vous abonner. Et sur ce, portez-vous bien, merci à vous d'exister, vraiment, et voilà, je vous dis à la prochaine, la bise.